Salut à tous et bienvenue à tous ceux qui connaissent déjà William ou ceux qui viennent de nous rejoindre. J'ai vu que vous étiez assez nombreux à suivre les shorts, je vous en remercie et je commencerai donc cette vidéo pour vous annoncer la sortie de nouvelles couleurs qui ont été introduites dans la sélection nouveaux articles, les matières teintes à la main, à savoir des fils indigo, des fils verts et notamment un fil marron très tablé que je trouve très joli. Pour le tissage, n'hésitez pas à aller voir, ils sont en promotion jusqu'à la fin du week-end de la Toussaint. Une nouvelle vidéo donc pour aborder un aspect essentiel du textile, à savoir la matière, puisque sans matière, pas de textile. Et lorsqu'on parle de textile, principalement on parle de fil, mais pas nécessairement, mais c'est bien évidemment l'angle que j'aurais choisi d'aborder. Et je traiterai de cette dimension selon deux axes, à savoir les différents types de matières, les caractéristiques techniques et les deuxième aspect, certainement que je fais un peu plus court, à savoir l'aspect environnemental, puisque le textile est certainement l'une des industries les plus polluantes et ce n'est pas parce que nous sommes des artisans que ça ne l'est pas. Lorsqu'on parle de fibres, on va commencer par les fibres animales, à savoir les fibres protéiques, qui sont les laines, les poils de chèvre, de lapin également pour avoir de l'angora. Les chèvres, ça donne du cachemire et du mohair. On a également l'alpaga, il y a le yak, bien sûr, le chameau, même le chien. Si vous souhaitez éventuellement raser, tondre votre chien et filer sa matière, ses poils, et en faire un fil et le teindre et le tisser ou le tricoter, c'est tout à fait possible. Ça reste un poil d'animal tout à fait utilisable. Dans les fibres animales, on continuera bien sûr sur les soies, puisqu'il y a la soie du Bombyx mori que nous connaissons tous. Il y a également la soie d'araignée, beaucoup plus rare et tout aussi solide, voire plus précieuse encore. Une matière très particulière qu'on n'utilise pas vraiment, qu'on n'utilise plus d'ailleurs aujourd'hui, s'appelle le byssus. Le byssus, c'est une matière que sécrètent les mollusques type les moules ou la grande nacre pour s'accrocher soit au rocher soit au sable, puisque la grande nacre se plante verticalement dans le sable et pour s'y accrocher, elle sécrète une fibre très fine, donc qui s'appelle le byssus, qui vient du grec byssos, qui signifie lin fin, que l'on utilisait pendant l'Antiquité grecque et romaine d'ailleurs, pour qu'on transformait et que l'on tissait. Aujourd'hui, c'est une matière qu'on n'utilise plus, puisque la grande nacre est originaire de Méditerranée, c'est une espèce endémique et protégée, on ne s'en sert plus. Par contre, le byssus de moule est utilisé et on a actuellement des recherches pour en faire un produit inifuge, donc pour la transformer et pouvoir l'utiliser. Grande famille de matières également, les fibres cellulosiques, à savoir les fibres végétales, bien sûr le lin, le chanvre. On a l'ortie également qui donne de l'aramie, on a différents types de sisal également, on a beaucoup de choses qui existent. Et enfin, la troisième catégorie de famille des fibres qui existent à travailler, à savoir les fibres d'origine purement synthétique. Je veux bien sûr nommer le grand gagnant de cette compétition, l'acrylique, qui est une matière que nous avons tous utilisée et qui représente des caractéristiques techniques intéressantes puisque c'est relativement chaud. Par contre, ça a l'inconvénient techniquement d'être quelque chose de très mou qui n'a pas beaucoup de corps et qui se tasse beaucoup en fait et qui a bien sûr bouloche. On a tous connu le pull en acrylique qui bouloche. Donc ça, c'est effectivement un des défauts techniques de cette matière. Plus précisément, sur l'usage technique de certaines fibres, la laine a l'intérêt d'être très élastique, plus ou moins, alors ça dépend de la manière dont elle est préparée. Si vous avez une fibre cardée, c'est très élastique. Si vous avez une fibre peignée, ça l'est un peu moins. Et l'intérêt en fait de la différence entre une fibre peignée et une fibre cardée, c'est qu'au tissage, même à l'utilisation au tricot, la fibre va beaucoup mieux se distinguer, l'aspect graphique du fil va beaucoup mieux se distinguer lorsque c'est un fil peigné qu'un fil cardé. Puisque un fil cardé, c'est un fil qui a été juste aligné, en fait on a brossé en gros la laine de manière à aligner toutes les fibres, alors qu'un fil peigné, on a débarrassé la toison et du coup la matière des fibres les plus courtes, on a gardé les plus longues, donc elles vont beaucoup mieux s'enrouler les l'une sur l'autre et lorsqu'on va faire un retors sur ces fils-là, on va avoir une matière qui va être beaucoup plus graphique et ça va se voir très nettement d'ailleurs au tissage, mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les fils cardés, ça dépend juste de ce que vous voulez en faire. Intérêt de la laine donc, d'être très souple et d'être vraiment très forgiving en anglais, je ne saurais pas comment dire en français, très clémente on va dire, très généreuse, et ce qui fait que lorsqu'on a des problèmes de tension au niveau des fils de chaîne, ça pardonne quand même beaucoup mieux qu'une matière très rigide et très vraiment intransigeante comme l'est le coton ou le lin.
Le coton, le lin et la soie partagent ces caractéristiques techniques d'être extrêmement rigides, particulièrement la soie, c'est une fibre en fait qui est très dure et qui n'a pas cette générosité de la laine de bien vouloir s'entourer et enlacer de fibres de chêne. Au contraire, c'est une matière qui est relativement dure et rigide, ce qui fait que quand vous tissez une tapisserie avec un fil de soie, si vous avez une mauvaise main, c'est parti pour avoir des côtes, on va voir l'apparition du fil de chêne en relief. D'autant plus que la soie a cette particularité technique aussi de refléter la lumière, ce qui fait qu'on va vraiment voir ce qu'on appelle soit un tuyau d'orgue, soit une côte. Moi j'utilise le terme de côte. On va vraiment voir l'apparition du fil de chêne qui va être extrêmement bien reflété justement par ce côté luisant de la soie. Donc le défaut va n'en être que plus visible. Par contre, si vous avez une très bonne main, ça va te donner une très belle matière, une matière très lumineuse qu'on peut à peu près retrouver avec un coton mercerisé, voire un lin très bien travaillé. On peut avoir ces effets de lumière très intéressants. Mais effectivement, partage ce petit défaut, cette petite difficulté technique d'être extrêmement rigide et donc demande une main très habile pour pouvoir avoir un tissage extrêmement régulier. Si vous utilisez un fil de lin lorsque vous faites une chaîne, méfiez-vous parce que c'est un fil qui est relativement fragile en chaîne. Il se détord, il se détwiste en fait et il finit par se casser. J'ai le problème actuellement sur la tapisserie que je suis en train de travailler, sur le tissage que je suis en train de travailler. J'ai une file de chaîne en lin et en fait il y a des parties qui ont été un petit peu abîmées. Mais c'est pas grave, ça fait intégralement partie des imprévus du tissage et donc de mon métier, surtout en tant qu'artiste. Le coton a une particularité d'être lui aussi une fibre relativement rigide, même s'il a une forme d'élasticité qui n'est pas celle de la laine, très clairement. Dans la tapisserie, on a tendance à tendre très fort. On fait d'ailleurs obligatoirement ce travail de tendre très fort les fils de chaîne de manière à pouvoir faire travailler la chaîne. On dit en creuse qu'on la fait cailler. Donc ça veut dire qu'on va la faire travailler, on va la faire crier en gros, on va faire en sorte d'entendre ces fils qui crissent de manière à casser l'élasticité du coton. Puisque comme on ne travaille pas sur toute la largeur de manière uniforme de la matière, de la chaîne, on risque d'avoir des différences de tension à force de travailler par exemple plus sur une partie de la nappe de chaîne plutôt que sur l'intégralité. Donc on va avoir des parties qui sont beaucoup plus tendres que d'autres. Donc il est extrêmement important pour les lissiers de tendre au maximum en fait l'intégralité de la chaîne pour retrouver une forme d'homogénéité dans l'intégralité de la nappe de coton. C'est pas ce problème que nous avons lorsqu'on tisse du tissu. Par contre, il faut extrêmement faire attention, il faut être très vigilant lorsque on tend la chaîne de manière à éviter d'avoir des fils qui soient un peu plus mous que d'autres, parce que si ça arrive, ça va être l'aspect graphique du dessin en fait du tissu et de l'armure, de la structure du tissu qui va être déformée et c'est vraiment pas beau du tout. Donc en fait, c'est une fibre avec laquelle on sera extrêmement vigilant, vraiment de respecter les encroix et de faire en sorte que tous les fils glissent bien et soient bien à peu près à la même tension au maximum, parce que clairement ça pardonne beaucoup moins que la laine. Autre aspect important à développer lorsqu'on parle du textile est bien sûr le coût environnemental, puisque vous savez que la laine est une fibre d'origine animale, donc on prélève sur les animaux, et donc la question est de savoir quel traitement on réserve à ces animaux. D'autant plus qu'aujourd'hui, la fibre la plus utilisée certainement est le mérinos, donc qui vient de Nouvelle-Zélande. Ça a un coût non seulement animal et un coût environnemental dû au transport, puisque la laine est transportée dans les pays qui en s'en servent beaucoup, à savoir les pays bien sûr occidentalisés, les pays où il fait un petit peu moins chaud. Le coût du coton existe également puisque c'est une fibre qu'on a complètement transformée avec des OGM et qu'aujourd'hui l'OGM a des conséquences sur les insectes, c'est super, on a du coton bio, c'est génial, sans pesticides, par contre il est transformé avec des OGM et donc le coton bio il est bio comme on peut et d'autant plus que ça consomme de l'eau bien évidemment de faire pousser tout ça. La fibre certainement la moins consommatrice d'eau et la moins catastrophique d'un point de vue environnemental, certainement le lin puisque le lin pousse dans des régions où le climat est parfaitement adapté à cette plante, il pousse tout seul, le ruissage se fait sur le sol tranquillement. C'est ce qui se passe en Normandie en tout cas pour être allé visiter des tailleurs en Normandie, des entreprises qui donc travaillent cette matière qui évidemment est transformée et transportée ailleurs pour être transformée puisque notre industrie textile en France s'est complètement effondrée dans les années 70. Beaucoup de choses ont été transportées ailleurs qu'en France et donc le travail de certaines matières ne peut plus se faire dans notre pays, ça arrive. Il y a des exceptions et évidemment, heureusement, mais ce n'est plus le cas pour la majeure partie des fibres que nous transformons et que nous utilisons. En attendant, je tiens juste à mettre effectivement le doigt sur le fait que ce n'est pas parce que nous sommes des artisans que les matières que nous utilisons
sont pleines de toutes vertus et non pas de conséquences. Évidemment, la perfection n'est pas de ce monde, on fait ce qu'on peut. Mais pour ma part, j'essaye de favoriser les matières végétales et lorsque ce sont des matières animales, je m'arrange pour que ça ne soit pas du mérinos, puisque je ne tiens pas du tout à travailler avec des matières qui viennent du bout du monde et dont les conditions de prélèvement, du moins sur les moutons, est quand même catastrophique. Je vous laisse le soin de chercher ce qui s'y passe. Donc c'est un choix personnel, je me positionne assez souvent en ce qui concerne l'utilisation des matières et ma manière que j'ai donc de vivre, donc je le dis très clairement dans cette vidéo, je fais attention à ne pas utiliser de mérinos dans mon travail de manière à pouvoir avoir un minimum de regard et de conscience écolo lorsque je choisis mes matières. Il en est de même lorsqu'il concerne les teintures, puisque j'ai mis dans ma boutique dernièrement des couleurs et des fils que j'ai teints à la main. Des couleurs qui sont teints à la main dans une eau récupérée puisque c'est de l'eau de pluie et avec des pigments qui sont des pigments à l'acide. Un impact environnemental limité, on fait ce qu'on peut, bien sûr j'utilise du gaz qui est évidemment une énergie grise et transformée. Personne n'est parfait, encore une fois, la perfection n'est jamais qu'un horizon, mais en tout cas, sachez que les matériaux que je transforme dans mon atelier sont faits avec de l'eau qui est récupérée et avec des pigments qui sont à peu près respectueux de l'environnement et surtout de mes mains puisque j'y plonge les mains quand même dans les cuves. Ce qui permet au passage d'obtenir ces très belles couleurs. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire de tissage. J'espère qu'elle vous aura plu, bien sûr, elle aura certainement suscité pas mal de débats et de controverses, je n'en doute pas un seul instant. Mais les réseaux sociaux sont aussi faits pour cela. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas de faire un petit tour sur le site william.com.